Ils étaient en première ligne pendant la crise sanitaire, 3 mois de travail ininterrompu au service de la société. Ils travaillent dans les hôpitaux, les écoles, les transports, les magasins, les services sociaux, les services de soins ou encore les maisons de repos. Chaque dimanche, la rédaction de BX1 vous propose une rencontre avec ces hommes et ces femmes qui étaient sur le pont. Bonjour à toutes, bonjour à tous, soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro de Sur le Pont. Aujourd'hui, plongé dans le milieu hospitalier. Il est médecin, il est spécialiste en soins intensifs, il est chef des urgences de l'hôpital Saint-Jean depuis septembre 2019. Bonjour, docteur Didier Delmarcel. Bonjour. Elle est infirmière, elle est aussi chef des urgences, mais à Molière-Longchamp, aux hôpitaux Iris Sud. Bonjour Aline Schrey. Bonjour. Alors merci à tous les deux d'être venus, merci à tous les deux d'avoir accepté de nous livrer votre témoignage. J'ai envie de commencer par vous poser une question. Commençons par vous, Aline Schrey. Après ces 3 mois, comment est-ce que vous vous sentez aujourd'hui ? Pour le moment, je suis assez serein et on commence à récupérer petit à petit de la fatigue de ces 3 mois. On profite aussi des moments de récupération, on profite des temps qu'on peut avoir en famille, on reprend un petit peu nos habitudes habituelles et donc c'est très agréable en tout cas de reprendre ça. Sérénité aussi de votre côté, Didier Delmarcel ? Je me sens mieux, ça c'est une première chose. Pas encore serein parce qu'il y a encore beaucoup d'incertitudes et beaucoup de choses qui peuvent se passer. Et en même temps, à titre personnel, je profite certainement des moments qui me sont donnés avec mes proches. Et donc mieux, mais pas encore tout à fait serein. Allez, flashback, on revient en arrière. On est le 11 mars et on annonce le premier décès en Belgique en tout cas lié au coronavirus. Nous sommes à Bruxelles, à l'hôpital Molière-Longchamp. Et c'est un extrait d'un reportage de Thomas Destrey et Thierry Duboquet. Chaque jour, le SPF Santé communique sur le nombre de patients affectés par le Covid-19. Pourtant, le point presse de ce matin était différent car il confirme le premier décès lié au coronavirus en Belgique, une dame âgée de 90 ans. Elle est morte de l'atteinte du coronavirus alors qu'elle était atteinte par d'autres pathologies qui la fragilisaient beaucoup. Donc effectivement, elle est morte de quelque chose d'aigu, mais sur une situation chronique qui était compliquée. Alors Aline Schrey, on est dans votre service, Oui, tout à fait. On est à Molière-Longchamp, donc vous êtes en première ligne quand on annonce ce décès. Oui. Comment est-ce que c'est vécu ça de l'intérieur ? En fait, on s'est dit directement qu'en fait, des patients... on a eu le premier patient en fait qui est arrivé mais qui n'avait jamais voyagé. Et donc ça nous a inquiétés. Dans le sens où voilà, des personnes qui ne voyageaient pas ont été contaminées. Alors, par quel moyen? Voilà, le contact, bien évidemment. Mais ça a mis effectivement de la panique au sein du service, où on s'est dit il va falloir qu'on fasse quelque chose absolument et qu'on soit vigilant dans nos procédures, dans nos manières de prendre en charge les patients, dans les manières dont on doit se protéger. Et donc ça a mis un peu de tension, un peu de stress. Ce stress a permis aussi un certain rebondissement au sein des équipes car ça a mis de la réflexion, de la créativité, ça a amené beaucoup de créativité. Et donc on s'est remis en question pour vraiment essayer de développer les bonnes pratiques au sein du service. Ouais, et on va en parler de ces bonnes pratiques. Docteur Delmarcel, vous, quand vous apprenez ça, est-ce que c'est à ce moment-là que vous vous dites ça va devenir sérieux? On entend Aline Schrey qui dit c'est là on se rend compte que des patients peuvent être atteints et en mourir alors qu'ils ne sont pas partis en voyage. Est-ce que c'est là que vous vous dites qu'on est parti dans quelque chose de grave? Déjà avant, parce que bon, je pense que la situation en Chine avait déjà alerté pas mal de monde et on s'était dit pourvu que ça reste là-bas. Et après, quand il y a eu les images d'Italie qui étaient absolument dantesques, je crois qu'à ce moment-là, un peu partout, on a commencé à se dire et si, a posteriori peut-être pas assez.
Mais déjà, avant qu'il y ait eu malheureusement le premier décès, on avait commencé à se préparer en se disant, voilà, comment est-ce qu'on va faire, ne fût-ce que de réunir des gens dans une cellule de crise, comme ça a été le cas chez vous. Je dirais, comment on va faire? Ça veut dire que vous partez de zéro à ce moment-là? Parce que Ben, vous, je le disais, je vous ai présenté comme directeur chef des urgences, Oui. mais vous êtes tout jeune chef des urgences à l'époque. Vous êtes arrivé en septembre 2019, c'est récent. Oui, c'était tout à fait récent, mais je crois que, je dirais, ce qui est arrivé maintenant, ça n'arrive que dans une carrière. Je pense que personne n'a vécu ça, à part les gens qui étaient en Chine du temps du SARS ou du MERS. Je veux dire, c'était quelque chose à laquelle on ne s'attendait pas, et particulièrement dans nos sociétés développées, où on vit dans un pays de cocagne, ne l'oublions pas, et où à la limite on a tout ce contrôle. Ici, mon expérience à moi, c'est qu'à un moment donné, on a perdu le contrôle et on a commencé à courir après une situation qui était vraiment difficile, et maintenant on commence un peu à respirer. Enfin, c'est mon sentiment. On va voir, et on va continuer à parler de ça, on va voir quelques images. Là, on est déjà le 19 mars, enfin c'est 8 jours plus tard seulement. Les hôpitaux commencent à s'organiser, commencent à organiser des unités Covid, les services d'urgence commencent à s'organiser. On va voir des images de Saint-Jean et aussi de Saint-Pierre. Aline Schrey, vous avez aussi ce sentiment de perte de contrôle? À un certain moment, je me suis dit effectivement, on est en retard sur la crise. Mais ça a duré un laps de temps, et puis on a assumé, on a essayé de trouver des solutions. Il faut se dire que les procédures étaient déjà là depuis janvier, mais on ne s'attendait pas à avoir des patients qui n'avaient pas voyagé. Donc en fait, les procédures étaient prévues uniquement pour les patients qui revenaient de l'étranger. Tout à fait. Donc les premières directives, c'était pour tout patient qui toussait, qui avait de la température, qui était dyspnéique avec une fréquence respiratoire au-delà de la normale et une désaturation, avec en plus un voyage dans les 14 jours précédant les premiers symptômes, en Chine d'abord, puis en Iran, en Corée du Sud, puis ça s'est élargi voilà, donc là, je vous interromps parce qu'on voit justement des images des unités et là de l'appareillage qui est nécessaire, qu'on présentait à l'époque. De l'appareillage qui était nécessaire. Mais donc ces unités, à l'époque, sont au départ prévues pour les personnes qui reviennent de l'étranger. En tout cas, c'était les premières directives et c'était les patients les plus suspects. Maintenant, le premier décès du 10 mars, mais en fait, c'était le début des patients qui n'avaient pas voyagé, tout simplement. Et donc, on pouvait bien voir que le virus était très clairement en Belgique et qu'il était en train de circuler en Belgique. Ouais. Et qu'on allait avoir les retombées. Oui, c'est ça, docteur Delmarcel. Donc on a vu des images, donc là on est toujours à Saint-Pierre, mais on a des images de l'unité Covid à Saint-Pierre. Vous avez dû aller très très vite pour monter tout ça. On a été très très vite, je crois que partout, et je pense que c'est vraiment un boulot d'équipe, parce que j'en profite pour remercier, mais vraiment, en tout cas à Saint-Jean et dans tous les autres hôpitaux, tous les intervenants. Mais je dirais que ce soit les agents de sécurité, de nettoyage, les techniciens, les informaticiens, les soignants bien sûr, le management aussi, les directions. Je veux dire, il y a eu une union sacrée en se disant voilà, il y a un problème, comment on fait? Et comment on fait en jour le jour pour s'adapter? Parce que je suppose que comme chez toi, c'était un boulot d'adaptation, mais je dirais continu, il n'y a que maintenant où on commence un peu à se calmer, ne plus devoir s'adapter. Mais ça a été vraiment a posteriori. Moi, je suis super fier d'avoir fait partie de cette histoire et avec les gens avec qui j'ai pu faire ce chemin. Parce que sans ces gens, on n'aurait pas le résultat qu'on a en Belgique maintenant, où quand même il y a pas mal de gens qui ont été sauvés, qui ont été soignés, et même remercier les gens qui sont restés chez eux. Parce que quand vous dites il faut s'adapter en permanence, ça veut dire que vous êtes sur le pont, pour reprendre le nom de l'émission, mais vous êtes sur le pont 24 heures sur 24. Je parle de vous collectivement, pour les équipes. Je pense que toutes les équipes ont été partout très attentives à l'évolution de la situation, à l'évolution des directives et à l'adaptation conséquente de notre activité journalière. En plus, on en parlera peut-être plus loin, avec la débrouillardise qu'on a dû faire, à laquelle on a dû faire appel au système D, je dirais, mais on en reparlera certainement un peu plus loin dans l'émission. Donc vous avez dû vous débrouiller tout seul? Pas tout seul, en équipe. Oui, en équipe. Mais je veux dire, quand vous dites la débrouillardise à laquelle on a dû faire face, qu'est-ce que vous voulez dire? Ça aurait dû être
préparé beaucoup plus longtemps à l'avance? Il y aurait dû avoir des directives plus claires? Je pense que à un moment donné, a posteriori, il faut se dire qu'il y a des décisions qui ont été prises sur base d'informations qui étaient disponibles à l'époque. Je pense que même au niveau gouvernemental. Par contre, moi, à titre personnel, ce que j'ai remarqué, c'est qu'au niveau gouvernemental, il a manqué, à mon avis, un peu plus de clarté, de leadership. Et ça, je dirais, les hôpitaux, les soignants ont pallié à ce manque en s'adaptant chaque fois et en prévoyant et en cousant des blouses, en fabriquant des masques. Alors, puisque vous parlez des masques et des blouses, et je vais vous faire réagir, Aline Schrey, là-dessus, parce qu'évidemment, c'est le gros sujet, on en a énormément parlé. La pénurie de matériel, évidemment, dans les hôpitaux. Vous parlez de système D, il y a des hôpitaux qui attendaient des masques FFP2 qui n'arrivaient pas, qui ont dû faire pallier avec des dons qui leur étaient faits. On va en voir quelques images. Vous avez aussi eu ce sentiment un peu d'abandon, si je peux traduire ce que vous dites, ou en tout cas de manque de directives claires et de leadership? Par rapport à l'organisation, par rapport au matériel aussi. Est-ce que vous avez aussi été confronté à cette pénurie de matériel? Par rapport au matériel, je dirais que le HIS je trouve, a assez bien géré les choses parce que... Donc vous parlez des hôpitaux Iris-Sud. Oui, donc des hôpitaux Iris-Sud, dans le sens où fin février, on a directement été informé que le réapprovisionnement en termes de blouses allait être peut-être problématique. Et donc le 3 mars, il y a eu une directive très claire de la part de la direction où on a centralisé tous les masques, que ce soit des masques chirurgicaux, les masques FFP2 ainsi que les blouses. Sur chaque site, il y avait le secrétariat de direction qui gérait. Mais vous en avez eu assez? Parce que c'est deux choses, de faire des stocks, mais après de pouvoir en avoir assez pour évidemment toute la crise qu'on imagine n'est peut-être pas aussi longue. J'en viens justement. Le fait d'avoir centralisé ça et d'avoir donné une dotation quotidienne à chaque unité, en essayant vraiment de privilégier les unités Covid, parce qu'il y avait des unités Covid spécifiques, ça a permis, je dirais, d'améliorer cette gestion et de pouvoir donner au mieux, en fonction des besoins du terrain, à chaque personne qui travaillait au sein de ces unités, que ce soit Covid ou que ce soit tout simplement des unités classiques. Et donc vraiment, on a essayé d'être assez strict à ce niveau-là, au point que les collaborateurs devaient donner leur nom pour recevoir un masque FFP2. Et donc ça a vraiment été très strict. Et ça, je pense que ça a été une mesure très judicieuse qui a été prise début mars. Ouais. Donc, voilà. Chez vous, à Saint-Jean, vous avez été confronté à cette pénurie? Non, parce qu'on avait pris les devants également et on avait aussi, dès le début de la crise, on avait une cellule de crise, comme dans tous les hôpitaux, et un des travaux de la cellule de crise, c'était justement la gestion des stocks. Gestion centralisée, fourniture en fonction des besoins, adaptation des fournitures en fonction de l'évolution des besoins, et aussi faire appel aux services d'achat qui ont justement dû se démener. Et donc vous en avez eu assez alors? A posteriori, oui, mais quand vous êtes en pleine crise, vous vous dites, est-ce que j'aurai assez? Et donc, à ce moment-là, vous thésaurisez, vous gérez votre stock en bon père de famille en se disant, et si. Donc, a posteriori, maintenant, ouf, oui. Mais c'est toujours avec l'angoisse au moment même qu'on n'aura peut-être pas assez. Ah, si on avait eu un scénario à l'italienne, je dirais à ce moment-là, je crois que tout le monde aurait été très, très embêté. Et le confinement, je pense, a été la très bonne décision. Ouais. Alors justement, donc là, on est le 25 mars, enfin, grosso modo, dans cette période-là, on a ce problème de pénurie de matériel, mais aussi le nombre de cas qui continue d'augmenter. Est-ce que, docteur Delmarcel, vous avez eu peur d'arriver à saturation? Vous parlez de scénario à l'italienne, justement. Je pense que tout le monde a eu peur. Je pense que tout le monde, oui, parce que je pense que tout le monde, en tout cas aux urgences, s'imaginait, voilà, et si maintenant on a un afflux, et si on va quand même pas laisser les gens par terre dans le corridor, il faut qu'on ait assez de lits, assez de respirateurs, assez d'oxygène, assez de matériel, protéger le personnel aussi. Parce que quelque part, il fallait aussi que le personnel se protège, parce que si on était parti pour du long terme, comme je le crois, il faut que les gens ne tombent pas malades, il faut les protéger. Avant de protéger les autres, il faut d'abord protéger tout le monde, en fait. Et donc oui, moi j'ai eu peur. C'est pour ça que, comme chez vous certainement, on a fait des adaptations, on a élargi la surface aux urgences qui étaient attribuées au Covid en se disant, voilà,
et si, et si. A posteriori, maintenant, je me dis, bon, peut-être qu'on a fait trop. Et donc là, en plein cœur de la crise, vous avez aucune idée, comment dire, est-ce que vous pouvez quand même déjà imaginer qu'à un moment donné, ça va retomber? Ou bien à ce moment-là, on ne pense qu'à une chose, c'est vraiment répondre à l'urgence du moment? On est dans l'action, on est dans le moment présent, on ne commence pas vraiment à penser à demain, sauf à la prochaine adaptation à laquelle il va falloir faire face. Et on reste dans l'action, dans le moment présent. Il n'y a que maintenant où peut-être on commence à envisager, peut-être que ça se calme, ou on est un peu plus serein, mais jusqu'à il n'y a pas longtemps, on était dans l'action. Aline Schrell, vous êtes aussi chef des urgences, vous avez une équipe avec vous. Est-ce que vous avez dû répondre aussi aux angoisses, aux questions de votre équipe? Au quotidien, ça n'a pas été facile tous les jours, surtout en matière de triage aux urgences, entre les patients qu'on suspectait Covid et les patients non Covid. La barrière est assez mince, la liste des symptômes s'est allongée, et donc on était vraiment très suspicieux, très précautionneux aussi vis-à-vis des patients. Et donc ça a mis par moments quelques tensions où on se dit, ben oui, pour l'un, ce patient-là était suspect Covid, pour l'autre, non, mais on a pris quand même les précautions. Et donc, d'une certaine manière, on a essayé de faire correctement notre job, et ça, c'était le principal. Voilà. Allez, le 6 mai, on fait un reportage sur un centre de dépistage, parce que les centres de dépistage sont débordés, en tout cas certains. Et on vous entend, docteur, on vous rencontre, docteur Delmarcel, et voici ce que vous nous dites. Quand on vous prévient un dimanche soir à 10h30 que les règles du jeu changent, et que ça change à partir du lundi matin à 8h, je vous jure qu'en opérationnel, ça crée des conséquences graves. Alors, je suis reconnaissant à toute mon équipe, à toute l'équipe des cliniques Saint-Jean, à tous les généralistes qui viennent nous aider, parce que sincèrement, c'est ce qui nous permet de garder la tête hors de l'eau. Mais je suis furieux. Je suis vraiment furieux. Ça fait 2 mois qu'il y a une crise. Sur 30 médecins, j'en ai 9 positifs, dont moi-même au Covid. Je l'ai fait. Alors, la manière dont ça fonctionne au niveau du gouvernement, à tous les étages, ils sont décalés de la réalité. Voilà, c'est Marine Hubert et Morgane Van Obroek qui vous avez rencontré à l'époque, et ils avaient fait un reportage sur le centre de dépistage. Avec le recul, comment est-ce que vous analysez cette période? Je ne reviens pas sur mes propos, peut-être que j'aurai maintenant une autre manière de les énoncer. Parce qu'on vous sent vraiment à bout. Complètement à bout. Il faut savoir que maintenant, on prend un peu le temps de respirer, il y a moins de malades, les hôpitaux se vident de leurs patients Covid. À ce moment-là, on était en plein. Et la charge de travail qui était déjà aux urgences partout en Belgique était déjà, je pense, énorme, comme aux étages Covid, comme aux soins intensifs, un peu partout. Et là, on vient coupler en plus, mais du jour au lendemain, une activité de dépistage. Je ne veux pas dire que le dépistage n'est pas important, mais je dirais, on a déjà plein de boulot. Et là, on va nous rajouter en plus une couche supplémentaire à laquelle on n'est pas préparé. C'était vraiment beaucoup. Et je pense qu'on a vraiment demandé beaucoup aux hôpitaux, comme beaucoup aux médecins généralistes. Et je pense aussi que les décideurs n'ont pas été assez sur le terrain pour voir la réalité des implications de leurs décisions. Ouais, même sentiment, Aline Schrell? Oui, je pense sincèrement. Ça n'a pas été facile tous les jours. Heureusement que je dirais que les hôpitaux ont été mis en PUH, et donc on a su. Donc en plan d'urgence hospitalier, ça a permis vraiment de stopper certaines activités et de pouvoir réinjecter du personnel à certains endroits stratégiques. Et donc ça a permis aussi d'améliorer nos conditions de travail au quotidien et de pouvoir faire ça de manière optimale, réfléchir à ce qu'on faisait pour éviter de faire les erreurs et éviter de s'infecter tout simplement. Et donc cette gestion-là, je pense que ça a été aussi important. Docteur Delmarcel, et tous les deux d'ailleurs, comment on vit cette période de crise avec ses proches, avec sa famille, dans le privé? Est-ce qu'il y a encore de la place pour ça? Il faut, oui, mais c'est en même temps, je dirais, peur de ramener la bête à la maison aussi. Je veux dire, ça c'est...
je dirais quelque part, si on travaille dans un hôpital et qui est dans une période de crise Covid, bien sûr, bon, moi j'étais malade, mais je veux dire, tout le monde, même ceux qui n'ont pas fait la maladie, COVID, hein. on a aussi peur un peu de contaminer nos proches d'une certaine manière. Donc on profite des moments qu'on a ensemble. Alors le 15 mai, ou plus ou moins, grosso modo, à partir du 15 mai, on commence petit à petit, en tout cas la vie dans les hôpitaux commence un petit peu à reprendre. Quand est-ce que vous vous rendez compte, ou quand est-ce que vous prenez conscience, si c'est le cas d'ailleurs, hein, que les choses commencent à retomber? Quand exactement, en termes de chiffres, je ne sais pas vous dire. Non, mais quand grosso modo, exactement. comment ça... Par contre, effectivement, le déconfinement a fait que, effectivement, l'aide qu'on avait eue durant le mois de mars, durant le mois d'avril, eh bien, ces personnes, on ne les avait plus. Elles ont dû retourner dans leur service, puisque... Donc les hôpitaux reprennent une vie normale. Ils reprennent une vie normale. Ça veut dire que les infirmières des consultations qui sont venues nous aider, elles ont repris leur poste. Les infirmiers de salle d'op, elles ont également repris leur Est-ce que vous vous stop. sentez tiré d'affaire à ce moment-là? Il y a eu quand même certaines incompréhensions parce qu'on avait quand même toujours des suspects et donc on se dit oui, mais s'il y a une deuxième vague, comment on va faire? Parce que on n'aura plus l'aide qu'on a eue et donc on va devoir assumer. Même chose chez vous. Est-ce que vous vous sentez tiré d'affaire ou pas? Je vais répondre différemment à la question. Vous parliez du déconfinement. En fait, dès que le déconfinement a commencé, nous, on a commencé à réfléchir en disant, voilà, le temps d'incubation est entre 5 et 14 jours. Donc, on déconfine. Qu'est-ce qui va se passer entre 5 et 14 jours? Et on s'est dit, voilà, ça va reprendre, ça va reprendre. Ça n'a pas repris, au contraire, ça continue à diminuer. Donc, en fait, on était tout le temps en expectative armée. On était prêt en se disant, voilà, on va observer ce qui se passe. Parce qu'on déconfine, mais... c'est avec un délai lié à l'incubation du virus que la situation peut exploser. Et donc, il n'y a que récemment, je vais dire, peut-être à partir de la semaine passée, où on se dit, oui, voilà, les chiffres continuent à diminuer de manière, je dirais, assez imprévue, parce qu'on n'attendait pas ça, surtout qu'il y a des pays où ça reconfine. Donc, il y a depuis la semaine passée où je suis plus serein, on va dire. Alors on a vu aussi, on va voir quelques images, le prix très lourd payé, dont on ne sait pas encore d'ailleurs quel est son emploi, mais par le personnel soignant. On a assisté il y a quelques jours à Meulière-Longchamp à un hommage à une soignante qui est décédée du Covid. Ça aussi, ça laisse des traces à niveau-là. Et je vais vous demander de répondre rapidement parce que malheureusement, il nous reste peu de temps. Oui, bien sûr, hein, ça touche personnellement, surtout quand on connaît les personnes avec qui on a travaillé. Au final, ce sont des personnes qui ont travaillé au sein des unités Covid et donc des personnes qui se sont dévouées et donc ça fait mal. Ouais, on a une idée, docteur Delmarcel, du prix payé par le personnel soignant? Chiffre exact, non. Il n'y a pas de chiffre. Je sais que chez moi, dans mon équipe, il y a eu pas mal de médecins malades, 12 sur à peu près 34. Je ne sais pas, on verra les chiffres plus tard. Je crois que le plus important maintenant, c'est qu'on continue à se protéger, qu'on protège les gens. On porte le masque ? Et qu'on porte le masque et qu'on prenne les mesures de distanciation, qu'on respecte la distance, ça vous qu'on inquiète? se lave les mains. Ça vous inquiète quand vous voyez aujourd'hui la manière dont la vie a repris? D'une certaine manière, je pense qu'il y a trop de personnes qui sont un peu trop laxistes sur le port du masque, tant dans les supermarchés que dans les transports en commun. On sait que c'est obligatoire dans les transports en commun, mais au moindre, voilà, s'ils ont envie de l'abaisser, mais ils l'abaissent. Et donc, malheureusement, il n'y a pas des contrôles constamment. Et donc... Et vous vous dites, si jamais il y a une seconde vague, eh bien, ce sera pour nous? Si on a une seconde vague, écoutez, il n'y a pas longtemps, il y a eu des images de New York qui ont parlé par elles-mêmes. Hein. L'Amérique, le pays le plus riche au monde, et ça a été quand même la catastrophe. Évidemment, la situation aux États-Unis est un peu différente d'ici. Hein. J'espère de tout mon cœur qu'il n'y aura pas de deuxième vague. En tout cas, je pense qu'on sera prêt, mais ça sera beaucoup de sang et beaucoup de larmes. Mais j'espère qu'il n'y en aura pas. Et j'espère que les gens garderont un comportement adéquat pour que s'il y a une deuxième vague, elle survienne le plus tard possible. Parce qu'on a des équipes de soignants, des hôpitaux qui sont quand même épuisés. Et il faut que ces gens récupèrent. Il faut qu'on récupère pour être prêt. Parce que si elle survient dans 15 jours, on est en train de récupérer maintenant.
Eh bien, ce sera le mot de la fin. Merci à tous les deux, en tout cas, d'être venus nous livrer votre témoignage sur cette émission. Voilà, c'est la fin de Sur le pont. À dimanche prochain pour une nouvelle émission.